Bonsoir, bienvenue et merci d'être venu. Aujourd'hui, on va parler de Pepper SDK pour Android. Donc, tout d'abord, je vais présenter pour ce soir. Donc, voici Victor Paléologue, Erwan Pinault et moi-même, Talia Cruz. Nous trois, nous sommes ingénieurs en informatique et nous travaillons chez SoftBank Robotics. Du coup, SoftBank Robotics est une entreprise qui fait des robots humanoïdes des compagnies. On est une entreprise internationale. On est principalement aux États-Unis, en France bien sûr, au Japon et en Chine. Alors, voici nos trois robots. Les premières, c'est Nao. Nao, il fait 58 cm. C'est un robot qui est surtout utilisé pour l'éducation. Le deuxième robot, c'est Romeo. Il est plus grand, il fait 1,50 m. Il est un projet de recherche européen. Et son but, c'est d'aider les personnes âgées dans leur vie quotidienne. Donc, c'est-à-dire, par exemple, pour les médicaments, si une personne tombe, pour pouvoir l'aider à s'élever ou appeler les urgences si besoin. Et le troisième robot, c'est Pepper, qui est ici avec nous. C'est le star de ce soir. Du coup, Pepper, il fait 1,20 m. Il peut faire plein de choses, comme parler, écouter, bouger. Vous avez vu la danse. Il peut reconnaître des personnes et il peut sentir au toucher. Et comment est-ce qu'il peut faire tout ça? Par ses hardware. Du coup, il peut écouter grâce à ses micros qui sont dans la tête, 4 micros unidirectionnels. Il peut parler grâce à ses speakers qui sont à côté. Il peut voir grâce à ses caméras 2D ici et son senseur 3D. Il peut sentir au toucher grâce à ses capteurs tactiles sur les mains, sur la tête et sur sa base. Il peut bouger grâce à ses moteurs, 20 moteurs, un peu répartis partout dans son corps. Et aussi, il peut se déplacer grâce à ses sonars qui sont en bas et ses lasers. Et qu'est-ce qui me manque? Il a sa tablette, une tablette Android. C'est pour ça qu'on est là. On va surtout parler de cette tablette. Mais d'abord, parlons. Pourquoi faire des applications pour des robots? Donc, quand on fait une application pour les robots, on interagit avec le monde physique. Et on peut recollecter des données qui sont un peu plus près à la réalité. Du coup, on peut imaginer tester l'intelligence artificielle dans des tâches de tous les jours. Et s'il y a des businessmen ou women ici présents, vous pouvez bien sûr penser à tous ces nouveaux marchés qu'on pourrait percer. Et bon, ils sont les futurs, donc voilà, pourquoi pas. Donc voici, c'était la petite introduction à nos robots et pourquoi faire des applications robotiques. Maintenant, voyons comment. Du SDK vraiment qu'il y a dans notre robot, le Key SDK qu'on fournit pour faire de la robotique. Vous allez voir, il est conçu vraiment pour la robotique, il a des spécificités. Il permet de piloter le logiciel qui s'appelle Naoki, qui tourne sur le robot et qui contrôle les commandes qui sont envoyées au moteur. Donc on va pouvoir commander à distance, donc par exemple depuis la tablette Android du robot, des actions sur le robot réellement. Donc on va faire vraiment des vraies actions robotiques depuis notre robot. Pourquoi ça s'appelle Key SDK? C'est parce que le Qi, c'est en chinois la force vitale qui donne le mouvement, qui donne l'initiative au robot. Je vais tout de suite dans le détail. Alors, notre pile logicielle, ça ressemble à ça. Donc tout en bas, vous avez le monde réel, le robot qui touche au monde physique. Le hardware qu'on commande en envoyant des commandes bas niveau, on fait de l'électronique. Plus au-dessus, tous les pilotes et le système qui vont faire une couche d'abstraction avec le système pour qu'on puisse par exemple le piloter de la même manière des Romeo, des Nao ou des Pepper.
Et au-dessus, vous avez du coup les services de Naoki, ceux qui vraiment font la logique haut niveau de ce qui se passe dans le robot. Vous, si vous êtes développeur pour Pepper, vous êtes sur cette couche-là, côté application, et vous cohabitez avec les autres applications. Vous cohabitez avec bon, voilà, tout un écosystème qu'on puisse imaginer d'applications. À partir de ça, vous allez pouvoir toucher toutes les couches et arriver à la fin. L'objectif est de faire quelque chose dans le monde réel physiquement, contrairement à juste afficher quelque chose sur l'écran. Évidemment, quand on est dans un monde d'activités, d'applications qui prennent la main sur le robot, il y a une notion qui revient, c'est celle du focus, qui va s'assurer qu'il n'y a qu'une seule activité qui est au premier plan. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'on garantit. Et avec cette activité-là au premier plan, on est sûr que les autres applications qui tourneraient sur le robot ou sur la tablette ne perturberont pas notre programme. Voilà. Maintenant, quand vous lancez une application, que vous avez chopé le focus, que vous avez la main sur le robot, qu'est-ce qui se passe? Donc le robot ne reste pas statique, stoïque, en ne faisant rien. Il essaye de notifier, de faire sentir qu'il cherche à interagir en fait. S'il restait là, fixé, ce serait bizarre, ça ferait comme dans un dessin animé en 3D, ce serait bizarre de ne pas voir le personnage bouger. Il a toujours des petits mouvements, des micro-mouvements, et il regarde les gens avec qui il interagit. Du coup, de manière autonome, le robot regarde autour de lui, essaie de trouver des humains, et quand il voit un humain, il va essayer de le regarder, il va porter son attention sur lui, et essayer de signifier du coup qu'il est prêt à interagir. Parmi les autres petits mouvements qu'on a, on a de la respiration, donc le robot fait un petit peu semblant de respirer, et il cligne des yeux pour ne pas avoir cette impression bizarre que le robot nous regarde fixement. Voilà. Toutes ces capacités autonomes, vous pouvez, à chaque fois que vous allez faire une action sur le robot, elles vont être dépassées par votre action. Votre action va avoir la priorité sur ces petits mouvements, et comme ça vous n'avez pas à gérer les conflits avec ces petits mouvements-là. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire vraiment avec le robot une fois que vous avez la main? Donc évidemment, vous pouvez porter l'attention sur d'autres humains. Vous avez constamment une liste des humains autour de soi qui est mise à jour. Et vous pouvez dire, cette personne-là, je vais prendre attention dessus, je vais porter mon attention sur elle. Et je saurai, du coup, si jamais elle part, si jamais je la perds de vue, je vais savoir que l'interaction a été rompue et que peut-être ce que j'étais en train de faire ne sert plus à rien. Donc voilà l'intérêt de cette action, Engage, qu'il s'agit de porter l'attention sur les humains autour de soi. Ensuite, une fois qu'on a cette attention, on peut parler aux humains. Donc c'est un robot d'interaction, vraiment c'est une des premières actions qu'on met en avant, c'est pouvoir dire des choses. Et quand vous demandez au robot de dire des choses quand vous développez, il ne s'agit pas de tout refaire, il suffit juste de lui donner du texte et le robot va rajouter un peu des mouvements de prosodie, c'est-à-dire les petits gestes des mains qui vont bien, les petits gestes de la tête qui vont bien avec le texte pour avoir l'impression de ne pas parler comme un robot justement, pour parler de manière plus sympa. De la même manière, quand le robot va écouter, il va faire ses petits gestes d'écoute, il va faire ses petits gestes de tête pour bien signifier qu'il a entendu. Et c'est ça qui va rendre l'écoute un petit peu plus agréable, qui va rendre l'écoute en fait finalement plus utilisable à la fin sur un robot. Alors évidemment, comme c'est un robot, il bouge, et là les choses qui deviennent intéressantes, c'est quand on commence à l'animer, c'est quand on veut mettre des mouvements, des danses comme vous avez vu tout à l'heure. Donc évidemment, il y a une action pour faire les animations, et il y a les animations sont des contenus que vous pouvez développer à côté, enfin ce sont que vous pouvez écrire, c'est un peu comme les animations 3D, et vous pouvez les jouer sur le robot et faire de l'animation un petit peu classique même, ça marche sur nos robots. Autre feature, dernière feature de mouvement, c'est le déplacement au sol. Alors évidemment, pour savoir où on va, il faut savoir un petit peu vite fait où on est, avoir une notion de mouvement relatif, de position relative. Alors la logique qu'on propose, c'est de se baser sur le repère du robot. Initialement, le robot ne sait pas vraiment où il est dans l'espace. On n'a pas de la navigation pour dire je suis dans la cuisine, je suis dans le living room pour l'instant. On a juste je suis là et je peux y repérer les objets par rapport à moi. Donc à partir du repère robot, donc c'est ce qu'on appelle
le robot de frame, à partir de ce repère, on va pouvoir décliner tous les autres repères. On va pouvoir dire que, par exemple, tel objet est à 1 mètre de moi, et tel objet est derrière, etc., etc. Évidemment, quand on voudra parler d'objets qui sont fixes par rapport à notre déplacement, il va falloir faire des frames, des repères qui sont détachés du robot, comme des repères qui sont attachés au robot, c'est-à-dire qui suivent le robot quand il se déplace. Ces notions-là, vous allez les voir un peu plus en détail tout à l'heure pour le GoTo. Voilà. Une fois qu'on a ces frames-là, on peut aller aux positions qui ont été indiquées par ce système. Toutes les positions qui s'expriment de cette manière sont atteignables par le robot si elles le sont physiquement. Maintenant, oui, qu'est-ce qui se passe si on lance toutes ces actions? Donc vous avez la main, vous avez le focus sur le robot, vous exécutez toutes les actions que vous voulez, mais des actions sont peut-être contradictoires. On ne peut pas aller à gauche et à droite en même temps. Ou alors on ne peut pas faire une animation, deux animations qui font 2 mouvements différents avec le même membre. Alors c'est important de différencier qu'est-ce qui collisionne, qu'est-ce qui conflicte pas. Et c'est à ça que sert le système de ressources. Les ressources, c'est juste une notion, vous ne les manipulez pas vraiment. C'est juste une notion qui permet de dire qu'on a découpé le corps du robot en plusieurs membres. On a considéré que le mouvement au sol était un membre à part. On a découpé la logique pour parler et écouter, donc tout ce qui est tour de parole aussi à côté. Et toutes ces choses-là ne peuvent être monopolisées que par une action à la fois. Une action va prendre par exemple une action qui parle, va demander de dire quelque chose. Il ne pourra pas y avoir une deuxième action qui parle, qui dit la même chose, qui dit des choses différentes en même temps. Donc ce système de conflit, nous le gérons directement en dessous. Alors comment on gère? Dans le détail. Si on imaginait que quelqu'un demandait d'ouvrir la main et que quelqu'un d'autre demande finalement de fermer la main. On a deux morceaux de code différents qui essaient de dire 2 choses différentes. Et si on laissait directement rentrer les commandes comme ça, ils se battraient et ils ne sauraient pas du tout lequel des deux arriverait à exécution. Voilà. Pour éviter ce genre de conflit, on va donner le rôle au service de faire l'arbitrage. Le service va décider finalement, quand il va décider par exemple que le client 1 prend la main sur le robot et décide d'ouvrir la main, il va pouvoir refuser que le client 2 la ferme en même temps. Donc on va rajouter, nous on a rajouté dans notre système une notion de possession, une notion de ownership, pour dire que, attention, c'est l'action 1 d'ouvrir la main qui a la main, et le deuxième client qui cherche à demander autre chose ne va pas chercher à le faire. On va aller dans le détail un petit peu après. Donc voilà comment sont gérées les ressources et les conflits au niveau des services. Et du coup, on a réparti les services en fonction des ressources. Donc on a un nouveau service qui s'appelle Actuation ici, qui s'occupe de tout ce qui est les mouvements du corps. On a un service qui s'occupe de l'interaction, donc les speech turns et le fait qu'on regarde les gens. Et on a un service spécifique au focus, donc c'est la chose dont je parlais au début pour dire quelle activité a la main en général sur le robot permet de dégrossir une bonne partie des conflits avant même qu'on aille dans le détail. Voilà. Maintenant, je disais, on va voir le ownership en détail un petit peu. C'est une spécificité de notre framework et du KeySDK. Donc c'est assez intéressant de voir parce que c'est quelque chose qui ne se voit pas trop ailleurs. Donc, quand on va demander d'ouvrir la main, on va récupérer un objet, donc l'action. C'est aussi pour ça qu'on propose des actions, qui va garder l'ownership. En fait, c'est cette action qui s'assure, qui a été fournie par le service, qui s'assure que le service va continuer à exécuter cette action. Une fois qu'on a cette action, on va appeler une fonction run dessus, et c'est cette fonction qui va, en cascade côté service, déclencher l'ouverture de la main réellement. Avec ces notions, on a ici un objet finalement qu'on a récupéré du service, c'est-à-dire qu'on a fait un appel en remote, mais on a gardé un objet ici qui existe de manière distante. Cette notion, elle devient intéressante quand, par exemple, la connexion ici est coupée. Si jamais le client qui avait la main sur le robot, donc imaginons là c'est la tablette qui avait la main sur le robot, si cette connexion est coupée, ben, on va savoir immédiatement par notre protocole que l'action est invalide, qu'elle n'a plus de sens, qu'il n'y a plus d'ownership à garder, et du coup, naturellement, l'ouverture de la main va s'interrompre et va se libérer pour que les autres clients puissent venir prendre la main. Voilà.
Ça, c'était un point particulier. Un autre point qui est important, je vous ai dit, c'est des appels remote finalement. Ça ressemble à des API REST, en un peu plus évolué, un petit peu plus typé. Et ben, on fait des appels asynchrones vu que c'est remote. Donc peut-être un petit rappel, mais c'est intéressant de voir sur un vrai sujet à quoi ça ressemble si on ne faisait pas un appel asynchrone. Si on cherchait un client, une application qui cherche à écouter l'humain, l'utilisateur humain qui est en face de soi, ben on va demander au service finalement de faire cette action listen. On va appeler ce run en question. Et pendant que l'action tourne, on va écouter, récupérer les données jusqu'à ce qu'enfin on ait le résultat et qu'on rende la main au client à nouveau. Une fois qu'on a la main, évidemment, on a envie d'afficher le résultat. Côté client, enfin, dans votre application, vous avez envie d'afficher le résultat. Mais pendant tout ce temps-là, vous avez été juste complètement bloqué. Si vous ne faites pas les appels en asynchrone, vous avez bloqué votre thread UI, vous avez bloqué tout votre système n'est plus réactif et vous avez perdu. Alors la bonne manière de le faire, ce qu'on va proposer, c'est que quand on fait cet appel run, on ne va pas juste attendre le résultat, on va vous retourner immédiatement un résultat, mais ce résultat sera une future, donc c'est un résultat un peu en devenir, qui va plus tard prendre une valeur. Ce plus tard, du coup, pendant ce temps, pendant que vous attendez qu'il prenne la valeur, vous pouvez continuer à mettre à jour votre event loop, puis thread est libéré, votre programme est réactif, vous n'êtes plus bloqué. Et lorsque vous avez le résultat, vous allez recevoir le résultat de la future qui va vous rappeler localement dans votre code. Vous allez recevoir le résultat par ce point de synchronisation ici, qui s'appelle la promise. Je vais un peu plus dans le détail pour les promises et les futures pour que vous compreniez bien. En fait, promise et future pointent vers la même chose. Il s'agit d'un état partagé entre des clients qui prennent des futures, c'est-à-dire c'est tous les gens qui attendent de savoir quand est-ce que c'est terminé, quand est-ce que l'action est terminée, quand est-ce que je sais ce que l'humain m'a dit. Et donc ils vont faire, quand ça arrive, je vais exécuter quelque chose à la suite. Et un service qui a fourni vraiment l'action, qui a vraiment fait le travail, et qui, quand il a le résultat, va appeler la fonction setValue pour déclencher le rappel de toutes les futures. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, les futures. On l'a dans des API Java, C++ maintenant, ça commence à devenir, à se démocratiser. Évidemment, si jamais on veut faire du code en synchrone, ce qu'on a fait n'est pas incompatible, c'est-à-dire que si vous voulez faire du code en synchrone, vous pouvez toujours faire un wait for qui va faire l'attente réelle, enfin l'attente synchrone classique du résultat. Dernier petit détail avec les futures, ça c'est le résumé de la state machine. Vous pouvez donc, il est en état running au début, le service en face va pouvoir dire c'est fini avec un résultat, mais il va aussi pouvoir dire que c'est une erreur, ce qui va correspondre à une exception côté client au moment où vous allez récupérer le résultat. Ou alors, le client peut demander l'annulation. Et si vous annulez une action en plein milieu, on va évaluer est-ce que c'est possible côté service et on va soit quand même setter les valeurs ou l'erreur, soit confirmer que c'est annulé et signaler ça à tous les clients qui utilisent la future. Voilà, du coup, on en vient à ce que c'est vraiment une action. On va de plus en plus dans le détail. Une action, finalement, c'est cet objet qu'on vous donne, pour lequel, pour l'exécuter, il va falloir que vous ayez le focus, qui va utiliser des ressources, parce qu'elle va vraiment faire quelque chose sur le robot en vrai, physiquement, et physiquement, on ne peut pas faire deux choses à la fois, qui va être asynchrone, parce que ça dépend de l'environnement, donc on ne peut pas savoir quand est-ce que ce sera terminé. Et à chaque fois que vous utilisez une action, il faut gérer le cas, il faut s'imaginer que c'est possible que ça ne fonctionne pas, donc il faut être sensibilisé au fait que ça va échouer, et que par contre, si vous décidez que ce que vous faites n'est plus intéressant, vous pouvez constamment toujours l'annuler. Ça, c'est quelque chose qu'on vous offre. Voilà. Du coup, ça ressemble rapidement à ça. Vous avez surtout une fonction run qui retourne cette future. Et en fonction de l'anatomie de votre action, vous allez avoir des options en plus, des settings et des choses comme ça. Voilà. Bon, mais ben, du coup, avec toutes ces notions là, fondamentales dans lesquelles je vous ai baigné,
vous devriez voir comment bien comprendre comment on l'a adapté finalement à Android et comment on en a fait un SDK pour Android. Bonsoir, moi je m'appelle Erwan, je vais vous présenter donc, notre SDK pour Android. Donc le SDK pour Android, c'est non seulement une set d'API, donc on a adapté pour les développeurs Android, mais c'est aussi un plugin pour Android Studio. Donc on a créé un plugin qui va vous permettre de facilement télécharger les différentes versions de notre SDK, mais aussi d'utiliser des outils qui vont vous faciliter la vie, parce que le développement d'applications robotiques, c'est un art. Et tous ces outils, vous allez pouvoir les retrouver, je vais les détailler je vais les détailler plus tard, et vous pouvez dès aujourd'hui télécharger une première version de notre Paper SDK en cherchant le plugin sur votre client, sur votre éditeur Android Studio. Gratuitement. Vous pouvez dès aujourd'hui. On en parlera plus en détail à la fin. Donc, qu'est-ce que c'est faire une application Android robotique? En fait, c'est faire une application Android classique et c'est robotiser l'application Android. Donc, vous avez peut-être déjà des applications Android que vous allez vouloir robotiser, ou vous allez peut-être vouloir créer une nouvelle application robotique. Toujours est-il que vous allez créer une application comme vous le faites habituellement avec le Wizard classique. Vous allez la développer, vous allez en plus utiliser donc des API robotiques pour enrichir cette application et pour contrôler le robot. Et vous allez, j'imagine que vous n'avez pas de robot, pouvoir tester ça sur un robot virtuel qui est accroché en fait à un AVD, un émulateur Android, qui va vous permettre de tester complètement notre SDK comme si vous aviez un robot chez vous. Vous pourrez bien entendu publier votre application Android sur le Play Store, puisque la tablette Android est une tablette GMS, et les gens pourront directement télécharger vos applications depuis le Play Store sur leur robot. Donc le Paper SDK, donc je disais, c'est un robot virtuel. C'est en fait un robot qui tourne en local sur votre machine, qui reproduit la plupart des actions et des possibilités que vous pouvez faire sur un robot réel. Il y a forcément des choses qui seront différentes, mais globalement, vous pourrez tester la plupart des actions que nous proposons aujourd'hui. On a une façon d'émuler le dialogue, le fait justement de pouvoir faire écouter le robot avec des outils appropriés. Et c'est donc un AVD, un émulateur Android qui va communiquer en local avec le robot virtuel. C'est aussi un éditeur d'animation. Donc, on vous en a parlé, on a des animations pour animer le robot. C'est un outil qui est assez puissant et qui va vous permettre de faire la danse que vous avez pu voir au début. Ça permet de modifier l'ensemble des valeurs moteurs des différents éléments du bras, de la hanche de votre robot. Et ça va vous permettre aussi d'exporter ces applications, ces animations, de les partager, ou même d'éditer une animation qui existe déjà, puisqu'on a en fait un ensemble d'animations présents dans la bibliothèque d'animation. Donc vous pouvez, il y a des animations pour l'expression de la joie, de la peur, du bonheur. Il y a tout un tas de danses déjà faites que vous allez pouvoir, dont vous allez pouvoir partir pour baser vos animations, que vous allez pouvoir utiliser directement. On a aussi un éditeur de dialogue, donc pour faciliter les conversations avec les humains. On a un langage particulier qui s'appelle le KitChat, qui est un langage qui est plus adapté notamment pour les linguistes pour faciliter la création de dialogue, et pour nous aussi. Et vous allez pouvoir, à partir de cet éditeur, créer des dialogues assez complexes avec différents niveaux. Donc là, on voit sur ce dialogue-là, sur cet exemple-là, le robot qui va proposer quelque chose, il va de lui-même demander à l'humain s'il va bien, et vous allez pouvoir répondre, vous allez pouvoir créer une espèce de graphe de dialogue. C'est assez complet. Maintenant, je vais vous parler un peu de code, un peu d'Android. Et en fait, je vais vous expliquer ce que Victor vous a parlé, ce dont Victor vous a parlé précédemment, c'est-à-dire les actions, comment on les a traduites pour le développement Android. Donc en fait, ici, quand vous faites cette action-là, quand vous créez cet objet-là, vous allez créer une action en utilisant le contexte Android, action qui va automatiquement, magiquement, créer toutes les dépendances dont on a besoin, notamment la connexion avec le robot et autres.
Et vous allez pouvoir, en 2 lignes, dans votre onCreate ou onStart sur Android, avec notre SDK Pepper, lancer un Hello World sur le robot. Cette action se lançant de manière asynchrone. Comme expliqué précédemment, en fait, l'action se lance, mais l'action ne va pas bloquer le thread de votre UI, en l'occurrence, si vous êtes dans le onCreate. Et vous allez récupérer une future sur laquelle vous allez pouvoir vous accrocher pour ensuite enchaîner les actions de manière asynchrone. Sur le Pepper Listen, donc ça c'est l'action qui permet de faire en sorte que le robot écoute, qui utilise aussi le contexte Android pour utiliser les ressources notamment. Et dans ce cas-là, donc on crée une action qui permet au robot d'écouter et on crée un ensemble de phrases sets. Les phrases sets étant un ensemble de phrases qu'on a regroupées dans un concept étant plusieurs phrases liées qui ont un rapport entre elles. Et donc si on dit « say hi, don't be shy », c'est ce concept qui va être utilisé, c'est ce phrase set-là. On a un concept pour le move, on a un concept pour le U-turn. Je vais vous expliquer après en quoi et comment on utilise ces concepts. Donc dans le cas du listen, ce qu'on va faire, c'est que, comme prévu précédemment avec le C, on va lancer l'action d'écoute en lui passant les phrases sets que l'on veut reconnaître. Donc le Pepper va être capable de reconnaître les phrases qui ont été initialisées ici. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'accrocher à la future qui va nous être envoyée par l'action listen. Et on va, donc, en fait, on crée une callback qui va être appelée dès que l'action va se terminer. Et dans le cas d'un succès, donc on a le onResult pour le succès, le onError en cas d'erreur si le robot n'a pas pu entendre pour tout un tas de raisons, ou le onCancel si l'action a été annulée. On va pouvoir donc récupérer les résultats d'écoute. Ah, excusez-moi, petit souci. Donc les résultats d'écoute et on va pouvoir récupérer le phrase set que Pepper aura entendu. Et selon ce phrase set-là, on va pouvoir faire une action spécifique sur le robot. Si on n'a pas entendu de phrase set, ou les phrases set, enfin si on ne gère pas les phrases set, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une action C, donc à la volée là, et le robot va dire qu'il ne comprend pas. Vous remarquerez que cette action, cet objet, en lançant, enfin une fois qu'on a lancé le run sur cet objet, ça va nous renvoyer une future, donc on peut de cette manière accrocher un ensemble de callbacks, c'est-à-dire que dès que cette future va se terminer, on lance une nouvelle action qui va aussi aller retourner une future et ainsi de suite, on va pouvoir chaîner les différentes actions. Petite démonstration de comment ça rend. Bonsoir, les développeurs. Je suis Pepper. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Donc ça, c'était pour le premier exemple avec le Hello World. Donc, maintenant, je vais vous montrer aussi comment on fait une animation. Donc en effet, c'était cette partie-là que vous avez pu voir. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un objet animation. Et en fait, quand on va importer une animation depuis l'Animation Library, elle va se positionner directement dans vos ressources. Donc on utilise le système de ressources Android, notamment pour pouvoir localiser les animations qui ne seraient pas les mêmes selon la langue du robot, pour qu'elles soient beaucoup plus adaptées à la culture, à la langue. Et une fois qu'on a créé un objet animation en récupérant donc, ce XML-là et en créant un objet, on va créer un objet qui va permettre, là pour le coup, d'animer. C'est vraiment l'action qui va se lancer, qui va prendre une animation. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est calibrer le C qu'on a entendu là sur le lancement de l'animate. Donc dès que le robot est prêt à s'animer, parce qu'il est dans une position qui lui permet de faire lancer l'animation, on va lancer l'action C pour pouvoir synchroniser les deux. Maintenant, je vais vous parler d'une autre action, qui est le GoTo. Le GoTo, avant de vous parler de ça, je vais vous expliquer ce que c'est la fameuse RoboFrame, le repère dont on a parlé précédemment. Le RoboFrame, alors déjà comment on le récupère? Donc, comme vu précédemment, on a un service Actuation qui regroupe l'ensemble des services qui permet
au robot de bouger, de s'animer. Sur ce service-là, on va récupérer la frame du robot. Et comme vu précédemment, la frame du robot suit le robot. Donc si on veut faire en sorte de déplacer le robot et qu'on lui dit, par exemple, avance d'1 mètre par rapport à ta frame, dans ce cas-là, il va avancer de manière infinie. Ce qui n'est pas forcément ce qu'on souhaite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, dans la position initiale du robot, on va en fait détacher la frame. On va créer une nouvelle frame qui s'appelle robot at start, donc un nouveau repère, si vous voulez, dans l'espace. Robot at start, en la détachant à un instant t, en l'occurrence le temps courant. Et ce robot at start, cette frame va rester, même si le robot se déplace, la frame reste à l'endroit où elle a été détachée. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une transformation, en l'occurrence ici une translation. On a des helpers qui vont vous aider à créer toutes les transformations les plus connues et les plus simples. Avec cette translation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle frame, un nouveau repère, qui est en fait d'1 mètre, une translation d'1 mètre. Donc on a la frame de départ, on fait une translation d'1 mètre, et on a la frame d'arrivée. Et cette frame est statique, c'est-à-dire qu'elle va rester à l'endroit où elle a été créée. Ensuite, on n'a plus qu'à lancer le goTo avec la frame sur laquelle on veut aller. Alors, Pepper fait aussi de la détection d'obstacles. Donc là, il a dû voir, à mon avis, des petites aspérités sur le sol. Il a essayé d'éviter. Merci. 1 mètre, oui, oui, on dirait pas comme ça, mais c'est 1 mètre avec le détour. Maintenant, Pepper on va vous montrer une dernière petite démonstration. Ok, c'est mon tour. Il a l'air inspiré par son portrait. Il aime bien les lumières. Qu'est-ce qu'il regarde? Et il est... Bonsoir, les développeurs. Je suis Pepper. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris une frame de départ à l'endroit où il était. On a fait une translation d'1 mètre. Alors certes, il n'est pas avancé d'1 mètre en avant parce qu'il a vu sûrement un obstacle ou une aspérité sur le sol. Et donc on a aussi l'évitement d'obstacles, ce qui va faire que quand vous allez vouloir vous déplacer dans une pièce, vous n'allez pas devoir gérer vous-même l'évitement d'obstacles. Bien entendu, ça apporte cette fonctionnalité. Donc comme on a pu le voir, on a aujourd'hui un ensemble d'API que vous pouvez désormais utiliser à travers notre Pepper SDK. Vous allez pouvoir créer des applications incroyables avec Android et vous allez pouvoir utiliser le Engage, l'Animate, le GoTo, le Listen pour créer des applications vivantes sur Android avec notre robot. Et vous pouvez dès aujourd'hui, n'oubliez pas, utiliser le robot virtuel pour faire ceci. Bonsoir. Vous avez montré que vous pouviez combiner plusieurs futurs entre elles pour la voix et pour les animations. Mais qu'en est-il des frames en fait? Est-ce qu'on peut combiner des frames avec la voix et des animations et les faire en même temps? Oui, en fait, toutes les actions, les résultats de l'action sont représentés par un future. Donc avec ça, vous pouvez combiner les futures comme vous voulez. Du coup, les GoTo qui utilisent les frames, c'est aussi, ça va donner une feature que vous pouvez, par exemple, enchaîner avec quelque autre chose. On aurait pu faire, comme vous dites, pendant qu'il se déplace, il parle en même temps. Bon, on ne l'a pas fait, mais c'est tout à fait possible. Ok, merci. Des questions? Ici devant, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut modifier le matériel? Est-ce qu'on peut rajouter des modules, quelque chose comme ça, ou on achète comme ça et ça ne change pas?
Alors oui, de toute façon, il y a que le système il est ouvert. Aujourd'hui, comme il l'est, aujourd'hui il est ouvert. Après, même plus tard, on pense qu'on gardera un mode développeur pour que les gens puissent changer des choses un petit peu en partie dans le système. Donc certaines choses sont changeables. Et après, le système est assez flexible, donc même sans trop le modifier, il y a moyen de faire beaucoup de choses avec, en allant un peu plus en détail. Ouais. Ça, c'est en termes de matériel. Ah, Physiquement, on peut rajouter quelque chose. Ah non, pour le matériel, non. Le Non, matériel, c'est ça. OK. Et est-ce qu'il y a des mises à jour tout le temps avec presque tous les ans, il y a l'évolution du matériel. Oui. Comment est-ce qu'on gère ça? Alors pour l'évolution du matériel ou pour l'évolution du logiciel, du software? Donc on a des mises à jour régulières. Oui, logiciel, est-ce qu'il faut modifier quelque chose pour prendre en compte les différentes versions de Pepper qui sortent tout le temps? En fait, notre OS Naoki marche sur tous nos robots, même sur le petit, là, sur Nao. On essaie de faire en sorte qu'il est backward compatible sur toutes les versions de matériel qu'on a jusqu'à aujourd'hui. On a même différentes versions de Pepper là dans la salle, vous le verrez sûrement. Et on va pouvoir gérer, enfin même si vous avez vous achetez un nouveau Pepper, vous pourrez... Merci. Est-ce que la gestion des conflits automatiques, c'est-à-dire que par exemple les deux mains qui se touchent, est-ce que ça pose un problème? Alors pour les deux mains qui se touchent, ça ne va pas être un conflit de ressources comme je parlais, c'est-à-dire deux actions différentes qui cherchent à faire la même chose, mais ça va être une sécurité du robot, donc dans toutes les actions qu'on fournit, on s'assure qu'il y a une sécurité qui est garantie. Et donc on a une gestion d'anti-collision qui fait que le robot ne va pas toucher un obstacle qu'il sait qu'il va heurter. Les mains en l'occurrence, il connaît la position de ses mains et il n'est jamais censé se les toucher. Enfin, ces yeux ou ces caméras, est-ce qu'ils servent uniquement pour se repérer dans l'espace ou est-ce qu'ils peuvent servir enfin, de caméra pour prendre des photos, pour lire un livre Oui, alors on a deux types de caméras. On a un capteur 3D qui permet vraiment de voir où sont les gens dans l'espace, c'est ça l'intérêt principal. Mais aussi la caméra du haut de la tête est HD et elle permet de prendre des plutôt bonnes photos en général. Voilà. Et l'application peut une application peut prendre une photo, dire, et ensuite, mettons, analyser la photo, faire une analyse d'image. En l'occurrence, dans l'état actuel du SDK, on n'a pas encore cette feature, mais oui, c'est prévu. Ah. Merci. Pour l'instant, c'est avec la caméra de la tablette qu'on peut le faire. Mais c'est prévu de pouvoir le faire avec les caméras. Oui, bonsoir. Tout à l'heure, vous avez, pour la reconnaissance vocale, je crois que vous avez lancé une application. Oui ou non? Oui. Oui. Alors moi, je me demandais en fait si on installe plusieurs applications, quelque part, c'est pour créer tout un ensemble comme une personnalité en fait, comme des fonctions de ce robot. Mais s'il faut à chaque fois lancer la bonne application, c'est un peu réducteur. Oui. Vous avez Donc raison. est-ce qu'il y a un moyen de bypasser ce mode de fonctionnement? Sachez que là c'est notre robot Android. Avant on avait un modèle de Pepper, pas avec une tablette GMS Android. Et là on a ce qu'on appelle les dialogues collaboratifs. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Que vous écrivez tous les topics, on appelle des dialogues, par exemple, je ne sais pas, sur les chocolats, voilà. Et vous voulez parler de chocolat avec les robots. Vous êtes capable de le faire grâce à ce centre qui s'appelle le dialogue collaboratif qui a en fait réuni tous ces dialogues. Du coup, vous pouvez d'abord parler chocolat et ensuite changer tout de suite de thème sans besoin de lancer une autre application pour parler d'autre chose complètement différente. Aujourd'hui, ce qu'on présente, c'est par application. Du coup, avec Android dans des applications spécifiques, pour l'instant, dans l'état, qui c'est la version bêta, c'est comme ça. Et comme on a fait, j'ai mis juste un bouton pour qu'il commence à m'écouter et ensuite qu'il réagisse par rapport à l'ordre qu'on donne. D'accord, merci.
En termes d'autonomie, ça donne quoi, Pepper? À charge pleine, j'imagine qu'il va se charger tout seul, tout ça? Oui, bien sûr. Là-bas, il y a un démo tout à l'heure hein, avec son pod par terre. Mais c'est plus ou moins 12 heures. En session de travail, c'est-à-dire en mode dev, lorsqu'on est à pusher des trucs dessus, tout ça, ça continue de rester... Enfin, on peut faire une journée entière sur une charge de Pepper, c'est ça? Oui, oui. Okay. Aujourd'hui, il est beaucoup utilisé dans les magasins. Du coup, on peut imaginer, par exemple, qu'il fait des danses tous les quarts d'heure. Normalement, il tient un maximum de 12 heures, disons une bonne dizaine d'heures, mais pas moins que ça. En fait, on exécute l'application sur la tablette, la liaison entre la tablette et le robot. En fait, c'est avec un câble ou avec des ondes radio ou avec un modèle de communication. Alors en fait, donc pour pouvoir pousser l'application, ce que vous faites, c'est de la DB Connect, enfin de la DB Wi-Fi. Vous allez pouvoir directement vous connecter dessus. Et après, le robot, la tête et la tablette communiquent par un câble USB, en fait du tethering vers USB, donc de l'Ethernet plutôt vers USB, entre la tête et la tablette, et les commandes circulent comme ça. Mais vous, pour pouvoir installer, vous allez directement pouvoir trouver la tablette sur votre réseau et installer l'application. Ça marche. Est-ce qu'on peut avoir une autre tablette, par exemple, une deuxième tablette? Il y a une IHM où il y a par exemple un zone texte. Par exemple, on écrit salut et on envoie la commande au robot pour dire salut. Potentiellement oui. En termes de hardware, on ne le supporte pas, mais potentiellement oui, puisque l'IPKey le QSDK qui permet de faire communiquer avec le robot peut envoyer des commandes de ce type-là à partir du moment où il y a un réseau entre le robot et le device en question. Et ce ne sera pas avec ce QSDK-là. C'est juste faisable en utilisant les couches plus bas niveau de notre framework. Merci. Bonsoir. S'il vous plaît, je voudrais savoir si le robot il est contrôlable à distance via des web services ou autre. Alors, donc sur la version bêta qu'on a présentée là, pour l'instant, non, mais on va pouvoir en remote à terme, rapidement, contrôler. Enfin, vous pourrez lancer l'application sur votre téléphone et vous pourrez contrôler le robot à distance. Est-ce qu'on pourrait exécuter des tâches qui sont différées, genre des tâches dans le futur, dans une heure ou dans... Oui, vous pourriez très bien faire ça. Alors, dans le cas de la tablette, ce que vous pouvez faire déjà, c'est utiliser les possibilités d'Android de setter des tâches à une certaine heure particulière. On aura aussi un système de conditions qui permettront de lancer, par exemple, s'il est telle heure et qu'il y a quelqu'un devant moi, telle application pourra très bien se lancer, ou si la personne est triste, dans ce cas-là, je lance l'application pour lui remonter le moral. C'est des choses qui vont arriver. En fait, on exécute l'application sur la tablette ou le système Android sur le robot avec la DB? Non, la tablette, c'est elle qui a Android. Et l'application s'exécute sur la tablette et communique avec la tête via le câble USB qui est entre le corps et la tête. Merci. Ah oui, d'accord. Bonsoir. Donc, Bonsoir. en fait, j'ai une question par rapport au frame et à la gestion d'obstacles. Tout à l'heure, vous disiez qu'il évitait du coup les obstacles. Et en fait, ma question c'est si on lui dit d'aller à une frame en particulier dans l'espace et qu'il y a un obstacle et du coup il ne va pas y aller forcément. Oui, en l'occurrence, ce qu'il va faire, c'est que justement, vous avez eu dans le futur, il y a différentes callbacks, donc on result, on cancel, on error, donc qu'on n'a pas détaillé. Et dans le cas où la frame est inaccessible, vous allez avoir une erreur qui va vous dire can reach target, ou vous allez avoir une erreur particulière. D'accord, qui correspond du coup à la gestion d'obstacles par exemple. Exactement, ou du fait qu'il ne va pas pouvoir atteindre la frame parce qu'elle est inatteignable de son point de vue. C'est bon pour les questions là? Non. Bonsoir, je voulais savoir au niveau de la frame justement de départ, est-ce qu'il y a un système en fait de mémoire en fait tout simplement en fait de retour? Par exemple, on lui fait faire plusieurs mouvements, on lui fait return et puis il se débrouille. Est-ce que il a une mémoire qui lui permet de revenir ou c'est à nous en fait développeurs de gérer ça?
Alors, il y en a une. En fait, on fait de l'odométrie. Toutes les frames que vous enregistrez sont gardées dans un ensemble qui garde toutes les positions qui sont connues par le robot. Donc, on garde tout au même endroit. Et à chaque fois que vous faites une frame et que vous dérivez une frame, c'est stocké au même endroit. Tout ça est géré de cette manière-là. Mais quand vous voulez revenir à un endroit, il faut savoir que l'odométrie qu'on utilise, on essaye d'estimer le déplacement qu'on fait, et ce déplacement, cette estimation peut avoir une erreur. Donc quand vous revenez à un endroit, ce sera peut-être décalé, vous n'allez peut-être pas faire exactement pile poil exactement le mouvement que vous avez demandé. Donc à cause d'histoire de précision, revenir à sa place, ça marche, mais jusqu'à une certaine limite. Bonsoir, moi je voulais savoir, il coûte combien le robot en fait? Les gens essayent ça. Je sais pas pour la version. Bah, pour l'instant, il n'est pas en vente. Ouais. Pour la version Android, c'est pas annoncé, rien à annoncer encore. Ou sinon, ça se vend qu'au Japon. Oui, c'est ça. Donc, pas... Ça se vend qu'au Japon. Pour l'instant, c'est au Japon. J'ai une question à propos. Quand le robot, on lui. Oui, en fait, c'est à propos de la précision, la précision d'avancement. Si on lui demande d'avancer d'1 mètre, par exemple, la précision sera de combien? D'1 millimètre, d'1 centimètre? Je ne connais pas la réponse exacte, mais je pense que c'est, à mon avis, dans le 10 cm, à mon avis, quelques centimètres. À quelques centimètres, d'accord. Faut aller vérifier. J'ai une autre question à propos de l'évitement d'obstacles. Est-ce que c'est possible de le programmer pour, par exemple, pousser un objet? Alors certes, pas trop lourd, je suppose, mais... Alors, pour le déplacement, pour le pousser avec la base, je ne pense pas. La sécurité veut qu'on ne va pas rentrer dans des objets que l'on voit. Ouais. Idem pour toutes les choses qui sont devant. Mais après, pour les endroits où le robot ne voit pas, il va juste freiner ses mouvements, donc pour que tous ses contacts soient sûrs, donc que ça ne soit pas dangereux. Donc c'est possible de pousser de cette manière-là, mais ce n'est pas prévu pour pousser, justement au contraire. C'est fait pour vraiment éviter de toucher les choses, pour vraiment éviter de cogner. Ils ont la tête et puis non, c'est comme ça. Hey, c'est ça. Alors une dernière question. En fait, je voulais savoir si vous l'avez déjà sorti en dehors. Dans un environnement autre que... Alors je crois que la garantie saute si on sort dehors. Non, faudrait voir, mais non, il est pas. Voilà, il est. Bah, normalement, c'est un robot pour l'intérieur et on ne doit pas les sortir. Moi, par exemple, j'ai un robot chez moi, j'ai pas le droit de les sortir dans la rue parce que il n'est pas designé pour. Il est pour être à l'intérieur. Pareil, s'il y a des lots ou quelque chose comme ça, c'est pas fait pour. Ouais. Oui, mais on a quand même vu à Halloween au Japon une danse de 8 robots dehors. Hein. Mais bon, voilà. Ils ont perdu leur garantie. Mais ils le font. Hein. Il pleut pas. Une autre question, est-ce qu'il est programmé justement pour qu'il ne tombe pas, par exemple, dans des trous ou quelque chose comme ça? Oui, du coup, il y a des lasers au niveau de la base et des ultrasons. C'est censé détecter justement aussi bien les trous que les obstacles. Donc, par exemple, le robot n'est jamais censé, par exemple, descendre de cette marche. Si on le met, par exemple, à un endroit où il y a du vide autour de lui et qu'on lui dit d'avancer d'1 mètre, il n'avancera pas? Non. D'accord. Ok, donc merci à